Comment être une femme influente et faire face à la compétition au travail sans renoncer à ses valeurs? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss. Abonne-toi aussi à mon Instagram et appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça serait trop top que tu fasses partie de cette communauté de girl boss. Perfect. Comment être une femme influente? Comment être perçue comme femme leader sans devoir renoncer à nos propres valeurs? Aujourd'hui, pour réussir dans le monde du travail, et je dirais même dans la vie plus globalement, on doit être capable d'influencer les autres. La situation a totalement changé par rapport à il y a quelques années où le rôle conférait autorité. Aujourd'hui, le rôle ne suffit plus. Notamment, les jeunes générations, les millennials et les Gen Z ne vont pas penser qu'on est manager juste parce qu'on nous a mis à cette place. Il faut qu'on démontre qu'on est capable et qu'on a quelque chose à leur apporter. Pour réussir donc à avoir un rôle de leader, il faut pouvoir avoir cette influence. Il faut être une femme influente. Le premier point, c'est de penser à développer notre réseau. Que l'on soit indépendante et que donc on traite tous les jours avec des prestataires ou des clients ou que l'on soit dans l'entreprise, il faut vraiment soigner son propre réseau. Le relationnel est la clé de tout. On veut être influente, mais influente veut dire qu'on doit pouvoir influencer. Et s'il n'y a pas de personnes influencées, on est influente de mes bots. On n'est pas influente du tout. L'idée ici, c'est justement de se constituer un réseau, un noyau dur de personnes prêtes à nous suivre. Mais pour qu'on puisse avoir ces personnes prêtes à nous suivre, il faut qu'on leur dédie de l'attention. Il faut qu'on soit présente, agréable, souriante, à l'écoute. Soyez donc attentive à tout ce qui se passe autour de vous et dédiez du temps aux personnes avec qui vous travaillez. Soyez cependant authentique pour justement être toujours fidèle à vous-même et à vos valeurs. Il est très important de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre parce que sinon ces personnes vont vous suivre pour quelqu'un que vous n'êtes pas. La vérité, mon père dit, c'est comme la merde. Excusez-moi pour l'expression. Au bout d'un moment, ça remonte en surface. Le deuxième point, c'est de dédier du temps. Quand j'ai dit développer un réseau, ça veut dire être agréable. Mais là, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut écouter. Les personnes ne nous suivent pas pour nous. C'est la même chose qu'il arrive aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne, vous allez vous intéresser au contenu et à la valeur ajoutée que j'essaie de vous apporter. Au départ, vous ne me connaissez pas et vous vous en foutez totalement de ma life. C'est exactement la même chose. Si vous voulez être influente dans la vraie vie, il faut que vous vous intéressiez à vos clients, à vos prospects, à vos collègues, à vos prestataires. Et quand vous êtes en entretien avec eux, quand vous êtes en réunion avec eux, vous êtes avec la personne. Vous la regardez droit dans les yeux et vous essayez de comprendre quel est son besoin. Il n'y a pas meilleure façon de reconnaître le travail des autres qu'en les écoutant attentivement, une écoute active pour ensuite bien sûr mettre en place les actions qui montreront à cette personne que vous l'avez vraiment écouté. De cette façon, vous gagnerez en influence, vous serez reconnue en tant que femme influente parce que vous allez conquérir les personnes qui ensuite vont vous pousser à l'intérieur de l'entreprise. Le troisième point, c'est de faire attention à sa propre posture, au langage corporel. L'attitude, le langage corporel est fondamental. Avec notre corps, on va exprimer aussi des choses. Par exemple, si je suis en réunion avec toi, je te parle et je me tourne de l'autre côté. Même si je ne fais pas autre chose, mais je me tourne de l'autre côté, ça voudrait dire pour toi que je ne t'écoute pas. Si je regarde en haut, si je regarde en bas, le message que j'envoie, c'est ce que tu me dis ne m'intéresse pas. Pour pallier ça, regardez la personne dans les yeux, soyez bien droit, mettez les épaules en arrière, ayez une attitude de leader. Si vous êtes avachi et vous regardez vers les bas, vous allez plutôt donner une impression de subalterne, alors que toi, tu vas être reconnue en tant que femme influente. Aussi, une petite astuce, c'est de s'entraîner avec son ton de voix. Quand on est stressé, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai tendance à avoir une voix beaucoup plus aiguë. L'idée ici, c'est de poser sa voix, d'avoir presque un ton de voix un peu plus grave que le ton qu'on a de façon classique. Ralentir aussi le rythme. Parfois, on parle vite, on a envie de dire plein de choses. En tout cas, ça, c'est un peu mon problème. L'attitude d'un leader, c'est quelqu'un qui est calme, qui est posé, qui sait où il va et donc, il y va de façon sûre. Pour cela, entraînez-vous à avoir un ton de voix plus grave et à ralentir votre cadence pour attirer l'attention vers ce que vous dites. Entraînez-vous aussi à faire des pauses.
Vous voyez? Là, je me suis tue quelques instants et vous attendiez la suite. C'est exactement ce qui se passe en réunion. N'hésitez pas à jouer des silences pour justement attirer l'attention vers ce que vous dites. Le quatrième point qui est absolument fondamental, c'est de devenir un expert. Vous allez approfondir une thématique de votre travail dans laquelle vous vous sentez à l'aise et qui vous intéresse surtout. Vous faites des recherches, vous allez à des conférences, vous lisez des livres et ensuite vous rédigez des articles sur LinkedIn et aussi, si possible, dans la newsletter de l'entreprise pour être justement reconnu en tant qu'experte sur ce domaine. De cette façon, vous allez gagner en autorité et plus personne pourra contester au sein de l'entreprise ou de l'univers dans lequel vous évoluez que vous êtes une experte dans ce secteur ou dans ce domaine. C'est fondamental de devenir experte pour pouvoir avoir une promotion et c'est d'autant plus fondamental de faire que cette expertise soit vue et reconnue par tous. Moi, ça m'était arrivé quand j'étais chez Vente Privée de devoir parler pour former pas seulement les personnes de mon équipe, mais aussi les personnes du SAV, les commerciales françaises et les commerciales internationales sur mon domaine d'expertise qui était la lingerie. Je n'ai pas hésité à être à l'initiative de ces réunions qui créaient de la valeur ajoutée pour les équipes et qui mettaient en valeur mon expertise pour que celle-ci soit indéniable, que plus personne ne puisse la mettre en discussion. Le cinquième point, c'est de définir une stratégie. J'essaie. Il y en a plein qui vont me dire, mais attends Aurora, on n'est pas à Koh-Lanta, c'est quoi cette histoire de stratégie? Je ne veux pas écrabouiller les autres. Il ne s'agit pas de écrabouiller les autres, il s'agit tout simplement de savoir comment aller là où on veut aller. Si on a précédemment établi un objectif et on a envie par exemple de changer de secteur ou je veux dire de changer même au sein de la même entreprise de service, il faut qu'on mette en place une stratégie viable pour réussir à arriver d'un point A à un point B. Pour cela, on va faire une cartographie du pouvoir. On va faire un organigramme des personnes qui sont décideurs dans le domaine. Par exemple, quelqu'un qu'on voit au RH plutôt que l'opérationnel, le directeur du service où on veut aller. Ceux-là, c'est les gens qui vont décider si oui ou sinon on pourra avoir cette évolution ou cette promotion. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux influencer directement cette personne qui pourra décider de mon évolution? Souvent dans les grosses entreprises, il peut arriver qu'on ne connaisse pas cette personne personnellement. Donc on ne puisse pas l'influencer directement. Si on ne peut pas directement agir sur cette personne, on va voir avec qui cette personne est amie et par qui cette personne se fait influencer pour réussir à influencer cette personne. Et c'est comme ça qu'on va se constituer une cartographie du pouvoir, car on va essayer de acquérir de l'autorité et de l'expertise et de la reconnaissance auprès des yeux de la personne qui éventuellement pourra influencer la personne qui éventuellement pourra influencer le décideur. Je n'ai jamais dit que c'était un travail facile ni un travail rapide, mais c'est un travail qui fonctionne. Il faut aussi que vous identifiez les personnes obstacle. Alors je sais qu'en vous disant ça, je vous parais cynique et peut-être manipulatrice. Mais ce n'est pas du tout de la manipulation. Souvent, les personnes, les collègues au travail, plutôt que dans la vie courante, vont vous mettre des poteaux entre les jambes et vous empêcher d'avancer parce que tout simplement, ils ont peur. Ils ont peur que vous lui piquiez leur place, que vous changez les choses d'une façon que ça ne va pas leur convenir, que vous changez le status quo. C'est des peurs, c'est des craintes qui font que les gens vous mettent les bâtons entre les roues. Le fait dans votre stratégie de les identifier et ensuite d'aller leur parler, tout simplement, on a dit de soigner le relationnel. Ça ne veut pas dire être fake, ça veut dire tout simplement rassurer ces personnes pour que ces personnes de détracteurs deviennent les personnes qui vont vous soutenir. Je ne vous demande pas d'inventer des plans sur la comète ou de les manipuler ou de les amener au resto ou de leur faire de cadeaux. Tout simplement, je vous demande d'être vous-même et de la rassurer sur la bienveillance de votre projet professionnel et de votre évolution éventuellement. Le sixième point, c'est d'identifier le besoin de l'autre. Quand on a un projet, on pense que c'est le meilleur de la life ever et que personne d'autre avant nous n'y a jamais pensé. On ne voit que les points positifs et on ne comprend même pas pourquoi les autres n'adhèrent pas immédiatement. L'idée ici, ce n'est pas d'énumérer pourquoi votre projet est le meilleur pour essayer de convaincre les autres personnes qui pourraient éventuellement ne pas être d'accord. Plutôt de voir à l'intérieur de votre projet quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter à chacun des personnes qui sont en face de vous. La personne des RH, le nouveau directeur,
directeurs, même les personnes que vous allez éventuellement manager dans la prochaine équipe. Aussi, pensez aux personnes d'autres services qui pourraient avoir peur des changements que vous pourriez mettre en place. Identifiez pour chaque personne quelle est la valeur ajoutée que votre projet va leur amener. De cette façon, quand vous allez leur parler, vous allez mettre en avant ces choses-là. Si vous présentez le projet comme quelque chose de très positif, pourvu qu'il le soit vraiment, bien sûr, je ne vous dis pas de pipoter les gens, mais si vous savez qu'avec votre projet, vous allez apporter de la valeur ajoutée dans la vie de travail de cette personne, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et ces personnes-là, une fois qu'elles auront compris quel est leur intérêt, vont adhérer à votre idée. Pas parce que c'est vous, pas parce que vous êtes gentil, même si le fait que vous soyez agréable va compter dans la balance, mais c'est surtout parce que vous allez améliorer leur life. Et c'est pour ça que vous allez augmenter en influence, vous allez devenir une femme d'influence. Quand vous leur parlez, par exemple, utilisez toujours le mot « nous ». Pas « je veux faire ça » ou « je ferai ça », mais « nous ferons ça », nous obtiendrons ces résultats. De cette façon, vous voyez, ils se sentiront partie du projet et ils vont vous appuyer. Bien sûr, je le répète, mais c'est important, faut-il encore que quand vous allez avoir votre poste, le nous reste en nous et que vraiment vous alliez apporter une valeur ajoutée réelle. Il ne faut pas pipoter. En tout cas, c'est mon conseil. Et le 7e point fondamental, c'est de respecter vos valeurs. Dans le monde du travail, il y a beaucoup de concurrence et parfois, j'imagine comme moi, toi aussi, tu as vu des gens passer sur des cadavres, essayer de mettre en compétition plusieurs services, plusieurs personnes au sein du même service pour qu'il y en ait au moins une qui craque et que l'autre prenne sa place. Il y a plein de techniques de manipulation réelle qui sont utilisées dans l'entreprise et je peux vous avouer que c'était vraiment le point qui a fait que je sois partie de mon ancienne société. Je ne voulais pas adhérer à tout ça, ça allait à l'encontre de mes valeurs. Comment je fais pour savoir si oui ou non ça respecte mes valeurs? Vous allez le sentir là. En anglais on dit les guts, en fait les tripes. Vous allez sentir s'il y a quelque chose qui vous révolte, c'est que vraiment cette route n'est pas faite pour vous. Même si la directrice vous déroule le tapis rouge et qui vous dit go, go, vas-y. Par contre, si tu fais ça, il faut que tu vires telle personne et telle personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille jamais virer du monde. Si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais par contre, des situations où pour arriver à votre objectif, vous devez passer sur des cadavres ou mettre en compétition les gens de façon malsaine, bon, moi, c'est mon jugement. Moi, je peux vous dire que je ne l'ai pas fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même renoncé à évoluer au sein de grosses sociétés. La politique, il ne faut pas se voiler la face dans les grandes sociétés est toujours là, est toujours présente. Parfois, ça fait même partie à 70% de votre travail. Je n'ai pas voulu faire ça et je n'ai pas voulu me plier à ça. Mais sachez que c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, jusqu'où les valeurs de l'entreprise correspondent à vos valeurs. À partir du moment où il y a matching, yes, il y a là. À partir du moment où il n'y a plus matching, c'est aussi à vous de prendre vos responsabilités, vos clics et vos claques. Ne pas vous plaindre sur la mentalité de l'entreprise qui ne vous correspond pas. Il faut partir. Et je vous le dis vraiment comme ça parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui pensent ne pas avoir le choix de partir, qui restent dans un milieu qu'ils n'aiment pas et qui n'évoluent pas non plus parce qu'ils ne veulent pas écraser les autres. Mais de toute façon, si la mentalité de la société est celle d'écraser les autres, avant ou après, vous allez y passer. Autant de prendre les devants et d'être responsable de sa vie et être prêt à des nouvelles opportunités et c'est créer donc des opportunités. D'ailleurs, si vous avez raté cette vidéo sur comment se créer ces opportunités, regardez-la. Je vous la mets en barre d'infos. Ne trahissez jamais vos valeurs hautes. Si vous le faites en vous disant bon, je vais avoir un meilleur salaire, je vais avoir une meilleure position, voilà, je pense qu'au final le naturel retourne au galop. Comment on dit? Le naturel rattrape le galop? Non. Le naturel revient au galop et vous allez juste diminuer l'estime que vous avez en vous. Quand on écrabouille nos valeurs hautes, on diminue l'estime de soi parce qu'on se juge plus à la hauteur de nos propres valeurs. On correspond plus à nos propres standards. Pour récapituler, pour pouvoir devenir une femme influente, évoluer dans un marché concurrentiel tout en respectant ses valeurs, il y a 7 points fondamentaux qui sont: le premier, c'est de développer son réseau. Le deuxième, c'est d'avoir de l'écoute active envers tous vos interlocuteurs. Le troisième, c'est d'avoir la bonne posture en termes de langage corporel. Le quatrième, fondamental, sine qua non, je dirais, c'est de devenir un expert reconnu. Le cinquième, c'est d'établir une stratégie précise. Le sixième, c'est d'identifier dans votre projet quel est l'avantage pour tous vos interlocuteurs. Et le septième, aussi fondamental, c'est de toujours respecter ses valeurs pour rester toujours très haut dans l'estime qu'on a de soi.
là, tu sais comment devenir une femme influente. Tu sais que tu peux le faire. Mais parfois, il y a aussi d'autres freins. L'un des freins qui malheureusement pollue notre société, c'est le fait de ne pas se sentir assez jeune, ou plutôt de se sentir déjà périmée, déjà trop vieille pour avoir accès au job de nos rêves. Si cette thématique vous intéresse, appuyez sur la cloche, comme ça vous recevrez la notification, car la prochaine vidéo va parler de suis-je trop vieille pour réussir à avoir le job de mes rêves. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue à produire des contenus. Abonne-toi. Dis-moi aussi quelles sont tes astuces dans les commentaires pour devenir une femme influente. Je te dis ciao con un bacio et à la prochaine.